En février 1939, chassés par les troupes du général Franco, 500 000 réfugiés espagnols passent la frontière française. Ils sont internés dans des camps, en particulier à Gurs, Saint-Cyprien, Rivesaltes et Argelès-sur-Mer. À partir de l'instauration du régime de Vichy en 1940, ces camps servent aussi à l'internement des Tziganes et des Juifs d'Europe du Nord qui cherchaient refuge en France et qui seront déportés à Auschwitz et à Majdanek. En novembre 1939, à Elne, à côté de Perpignan, Elisabeth Hayden-Benz, une jeune institutrice du Secours suisse aux enfants victimes de la guerre, aménage une maternité de fortune dans un château à l'abandon. Des associations humanitaires suisses fournissent le personnel et les fonds nécessaires à son fonctionnement. La maternité suisse d'Elne permettra à plus de 600 enfants de naître et de survivre à l'écart des camps jusqu'à sa fermeture par les Allemands en avril 1944. J'ai retrouvé une vingtaine d'enfants nés dans ce lieu, des mères et des membres du personnel de l'époque. Je les ai rassemblés pendant plusieurs jours dans le château qui abritait la maternité. Le film est le récit de cette rencontre. Mes parents venaient de Pologne il y a très très longtemps et ils se sont mariés en Allemagne. On vivait à Leipzig en Allemagne. Et ça a commencé, ça s'est vraiment détérioré en novembre 1938 où il y a eu la nuit de cristal. Et là, ils sont partis clandestinement en Belgique. De la Belgique, la Belgique a été envahie en mai 1940 par les troupes nazies. Et là, mes parents ont donc fui la Belgique et sont arrivés à Toulouse. Et Toulouse, ils n'avaient pas de papier, ils se sont fait arrêter par des gardes mobiles ou par des gendarmes, quoi. Et là, on les a internés dans un camp qui s'appelait Recebedou, c'est dans la banlieue de Toulouse. Et de là, en février 1941, donc on est resté dans ce camp, on a dû être arrêté au mois d'août 1940. On est resté jusqu'en février 1941 dans ce camp de Recebedou, et là on a été transféré à Rivesaltes. La vie à Rivesaltes, c'était quelque chose d'épouvantable. Les conditions d'hygiène étaient dramatiques. On était couverts de vermine, on n'avait rien à manger. Je me souviens, ma mère allait voler des épluchures de pommes de terre dans la cuisine des gardes
pour essayer de me faire un brin de soupe, parce que non seulement j'avais de la vermine, mais j'étais complètement squelettique. Et fin 42, ma mère m'a confié à l'OSE, qui était l'œuvre de secours de l'enfance. Il y avait la CIMAD, il y avait les Quakers qui essayaient de sortir les enfants du camp. Et alors, ils m'ont mis à Elne, à la maternité. Et ben voilà. Je suis enfin arrivée à Elne. Une jolie maison. Tu vois, hein. je suis arrivée ici vers la fin du mois de février. J'étais enceinte à peu près de 5 mois et demi. Ouais. Et puis je venais du camp de Gurs, l'autre côté des Pyrénées. Et puis on était une dizaine qui attendions un bébé. Et j'ai vu cette magnifique maison. Sortant d'un camp, ça m'avait tellement... Ils l'ont bien restaurée. Et je suis tellement émue de la revoir. Ah ouais. Alors tu vois, on est monté par cet escalier. Et puis Schwester Elisabeth nous attendait. Nous étions si fatigués. Le voyage, il avait duré combien de temps? Au moins une nuit. On avait voyagé de nuit. Oh, dis donc. Tu te rends compte? J'ai l'impression d'arriver il y a 50 ans. 60. Ah oui, 60. Oh, le canigou. C'est la première chose qui, quand j'ai regardé, il était enneigé comme ça. Et tous ces arbres fruitiers, une chose que j'avais jamais vue. Ça me rappelle de drôles de souvenirs. Ça s'appelait Bilbao. Toutes les pièces avaient le nom de province d'Espagne. Et où c'était, de quel côté? Et voilà. Voilà, là, celle-là, je la reconnais. Ça, c'était la nurserie. Seulement, les bébés, la nuit, ils étaient seuls. Là. Des fois, on s'inquiétait, on disait, mais... Voilà, il y avait plein de corbeilles. Il y a eu jusqu'à 20 corbeilles, peut-être plus. Peut-être plus. Là, il y avait la table à langer. Et c'était le corbeille à osier qu'on nous avait donné, un osier, genre d'osier, je ne sais pas, avec des petites paillasses, et elles étaient toutes comme ça. Il y avait pas avoir de radiateur, je ne sais pas. Et elles étaient tout le tour, et toi, ta place était là, je te vois encore. Et c'était tout de corbeilles comme ça qu'après nous avait donné. Ils nous avaient pour les emporter au camp, heureusement. Et tu te rends compte, quand on est arrivé là, dehors, des fois, tous ces bébés qui pleuraient, tout ça, mais c'était extraordinaire. Ben oui, il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Par exemple, quand on est parti de Barcelone, le jour du départ, il y a 63 ans de ça. Eh bien, on dirait qu'il y a peut-être 10 ans. Je me souviens, on était en train de travailler, j'avais un atelier de couture, et j'avais des filles qui venaient, enfin, des ouvrières, des filles qui venaient apprendre. Et quand elles sont arrivées, on savait que ça marchait mal depuis 15 jours. Et quand elles sont arrivées, mon Dieu, on parle qu'ils vont couper la route, qu'ils arrivent à Barcelone, les troupes franquistes. Et finalement, c'est vrai que depuis un moment, on habitait en banlieue de Barcelone, il y avait des troupes qui passaient de temps en temps, 2 ou 3 soldats à la fois, des fois un tout seul, qui passaient dans la rue, mais pressés.
Mais qu'est-ce qui se passe? On a dit, mais vraiment, il se passe quelque chose. Et on a eu de plus en plus peur. Finalement, mon frère, il a pu avoir un camion, et 11h du soir, on partait. Mais il a fallu organiser vite, 2 sacs, une valise, enfin, vous savez ce que c'est. Hein? Et alors, sur la route, on était bombardés, mitraillés dans la nuit. Il y avait une claire de lune. Il faisait froid, c'était le mois de février. Et bon, et après, ça a été les camps, ça a été Argelès. Et les camps, ça a été encore autre chose, parce qu'on ne croyait pas on ne savait pas, on croyait passer à la fois, parce que quand une fois qu'on a passé, on a dit ouf, c'est pas qu'on voulait aller en France spécialement, mais on se disait, bon, le bombardement, tout ça, c'est fini. Et ils étaient obligés, bien sûr, on était combien de milliers, on a été arrêtés à Argelès. Alors bon, finalement, là, ça a été très dur, parce que on a eu très peur, et finalement, il a fallu rentrer au camp, parce que c'est là qu'ils donnaient le pain. On allait chercher de l'eau dehors. Et après, ils nous ont mis des pompes. Mais des pompes à 30 mètres sur la plage, à 30 mètres de la mer, des vagues, là. Et l'eau était salée, et bon, ça a été la maladie, ça a été tout ce que vous voudrez. Il y avait des moments que même quand on dit que des fois on rigole, oui, il y avait des choses, des fois, il y avait des choses il n'y avait pas de toilettes. Après, ils avaient fait comme de petites grilles là en bois. Mais qu'est-ce que voulaient les gens? S'il y avait, je sais pas, même 50 mètres, les gens ne pouvaient pas y arriver. Ceux qui étaient vraiment malades, ils ne pouvaient pas y arriver. Alors vous voyez les gens, enfin, c'est affreux. Après, on s'est rendu compte que j'étais enceinte. Alors là, pour faire la layette, bon, dans la maison, j'avais emporté, je ne sais pas quoi, une chemise de nuit, que j'avais coupé des petites brassières. Mon métier, c'était en couture, encore, je n'étais pas métier de ce côté-là. Petites brassières. Et j'avais une boîte de fil que j'avais emportée de la maison, ces attaches, une boîte de fil avec mon métier. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette boîte de fil. Et il y avait des tubinaux de cordonnés. Le cordonnet, c'est ce auquel on fait des boutonnières, hein, le cordonnet là, de couleurs. Et des fois, caché, quand je ne voulais pas que mon mari me voie, j'ouvrais cette boîte, je regardais toutes ces couleurs. Enfin, j'avais la chance d'avoir ce fil. J'avais fait les brassières, mais autour des encolures et des poignets, je ne pouvais pas laisser un simple ourlet. J'aimais les choses jolies. Alors avec ce fil, je voulais faire un petit picot, quelque chose. Alors avec mon mari, je dis, écoute, mon mari me dit, je te ferai des aiguilles à tricoter, je couperai des barbelés, je te ferai des aiguilles à tricoter. Alors il m'a fait un crochet, que voilà, avec un morceau de barbelé. Il fallait qu'il soit très fin pour pouvoir faire un picot dans les ourlets, là, que c'était très joli. Je faisais le petit jour. Alors ça m'avait fait passer presque un bon été. Voilà, le crochet, il s'était fait prêter une lime. Et il fallait qu'il soit très fin pour pouvoir faire un picot. Pour pouvoir faire le picot. C'est un crochet. Les aiguilles, je les ai jetées, c'était jamais comme de fer aussi. Ah oui, les pointures, mais les premières aiguilles, les plus fines, les plus grosses. Mais tu vois que là c'est si beau et je me souviens jamais d'en avoir vu beau comme ça, le soleil avec la mer. Putain, vous aviez le temps de le regarder, hein. On avait le temps, mais je ne dis pas qu'on ne le regardait pas, mais... Ce que je sais, qu'il y en avait qui voulaient... Je sais qu'on l'a vécu, qu'il y en avait qui perdaient la tête parce qu'ils voulaient partir au Mexique, ils s'inscrivaient, ou je sais pas, en Amérique, n'importe. On s'inscrivait de partout, on s'en allait n'importe où. Et il y en avait qui étaient partis
dans la mer, comme ça, avec une valise. Oui, tout le monde le raconte. Oui, non, mais c'est vrai, ça s'est passé au camp d'Argelès. On en a parlé le jour, moi je ne l'ai pas vu, mais le jour que c'est arrivé, mon Dieu, il y en a un qui est devenu fou, qui partait dans la mer. Et en plus de toutes les maladies que vous aviez, là, le typhus, la dysenterie... Mais après, il n'y avait plus la dysenterie déjà. Même après, la tuberculose, les pneumonies, tout ça, la dénutrition, mais il y avait beaucoup de maladies nerveuses, quoi, de gens qui ne pouvaient pas supporter. Bien sûr. Par contre, tu vois, manger ça, ça n'avait rien à voir. Tu étais plus que dégourdi, tu te portes bien, tu étais plus que dégourdi. Ça, c'est grâce à la maternité, hein, parce que... Ah oui, bien sûr. Mais on avait toute la journée, on n'avait rien à faire. On avait toute la journée à s'occuper de toi. Ah oui, la maternité, n'en parlons pas. Ça n'avait pas été ça. Ça n'avait pas été ça, tu serais sûrement pas là. Hein. Oui, il disait que la mortalité des bébés était presque de 100%. Hein. Bien sûr. Oui, mais ça, je n'avais pas conscience avant qu'à ce point, on a été sauvés par cette maternité, là, parce que... C'est ton album, ça, Célia? C'est tuyo? ¿Es tu álbum? Combien de horas? Je n'ai pas vu cet album. Ça, c'est son père. No te tengo aquí. Vous avez vu? Je peux. C'est une mine d'or, ça. Oh là là, j'étais une petite fille bien sage. Hein. Mais ça, c'est la nôtre de voiture. Et ça, c'est son père. C'est pas ton père, ça. Mais ça, c'est son père. Hein. Ça, c'est pas son père, ça, c'est... Ah oui, c'est à son côté, père. c'est son Ouais. père. Et ça, c'est notre voiture. Ça. Et là, tu as vu, et ça, c'est la mère d'Yvette Planas derrière. Tu sais qui c'est, Yvette Planas? C'est le poissonnier. Ouais. C'est sa mère. Oui, Pépé. Je vois la Pépé. Yo pasé todo esto. Bon, on attendait notre bébé, c'était quelque chose déjà qu'il attardait un peu, le mien, il restait 3 semaines, enfin, je suis restée 3 semaines avant la naissance, mais ça a été bien parce que là j'ai bien mangé et il est devenu un beau bébé, comme on disait, que ça serait un tout petit bébé. Et en somme, 3 semaines après, bon, il y avait eu la fête du jour de l'an déjà, le réveillon, que c'est quelque chose de... Enfin, que j'en ai un souvenir extraordinaire, que j'en ai parlé toujours aux miennes et à des amis et tout, j'en ai parlé toujours de cette maternité. Je crois que c'est quelque chose, même de simple soupe qu'on a mangée, je ne sais pas, que on disait, j'ai fait cette soupe, on l'a mangée à la maternité, c'était quelque chose, je connaissais ça d'ici. Et après, bon, j'ai bien profité, surtout pour le bébé. Mais ça me faisait de la peine, bien sûr. Et dans toutes les lettres, qu'est-ce qu'on disait toujours aux nôtres? On leur disait, nous, on mange si bien. Je savais que mon mari se faisait plaisir si je disais ça, mais en même temps, je me disais, dire ce qu'ils mangent, enfin, ça, dire qu'ils étaient dans ce camp, à rien manger, tout ça. Bon, le jour de la naissance est arrivé, toute contente, j'ai eu un beau bébé, un beau garçon. Et mon mari, avant de partir du camp, il m'avait dit, je te fais une enveloppe, c'est une vieille enveloppe du camp, ça, du papier qu'ils nous donnaient dans les camps. Voilà, avec des dessins, tout de petits carrés, enfin tout petit là. Quand le bébé arrivera, tu mettras la lettre dedans. Et quand on me la donnera, rien qu'en voyant l'enveloppe, je me dirais, ben voilà, c'est la nouvelle. Et voilà, 2 heures après, j'écrivais seulement, c'est en catalan. Et je lui mettais... Elna, le 5, donc le jour de sa naissance, le 5 du 1 du 40, estimat Joan, t'envio aquestes lletres per donar-te la gran nova
que per fi ja ets papa. Deu fer 2 hores que ha nascut. És el que tu tant desitjaves, un nen. I no és cap llentia ni cigró, ja que ha pesat 3 quilos 790. No és ni una llentia ni un cigró, c'est parce qu'au camp, la lentille, ça veut dire la lentille, et le cigró, ce sont les pois chiches. Et au camp, on nous donnait des lentilles et des pois chiches bouillis avec de la morue ou de la viande en conserve, bref. Alors on disait, mon Dieu, mais ce bébé, il va être une lentille ou un pois chiche. Et alors il m'était venu, je me dis, c'est pas, puisqu'il pesait 3 kilos, 790. Et le docteur, après, il avait dit, mais bien sûr qu'il est gros. Avec ce que vous avez profité, c'est ici qu'il a grossi, avec tout ce que vous avez bien mangé. Vous avez raison, vous avez raison. Je suis venue du camp de Gurs, fin février, début mars. Il faisait très froid. Comme c'est dans les Basses-Pyrénées, hein, c'est vraiment vers Pau. Et on a pris le train de nuit. On est venu à 7 ou 8, tout enceinte. Après une nuit de voyage, on est arrivé à Elne, glacé, épuisé. Et puis après, je suis montée voir Schwester Elisabeth. Je dis Schwester parce que en allemand, les infirmières s'appellent Schwester. Et je l'ai tout de suite appelée Schwester Elisabeth. Je suis montée la voir pour lui dire d'abord que j'étais pleine de poux. Il fallait absolument qu'elle me nettoie ça. Alors elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Effectivement, elle m'a mis une espèce de produit. 24 heures après, il n'y avait plus rien. Oh, mais ça a été spectaculaire. Et puis, elle m'a soignée. Puis je lui ai dit que j'avais pas l'intention de retourner au camp et que je voulais m'en aller tout de suite. Je dis, Elisabeth, j'ai la chance d'être venue ici, que j'ai pas trop de problèmes pour sortir, pour partir. Je dis, je veux m'en aller. Alors, elle m'a dit, écoute, sois raisonnable, tu vas avoir ton bébé ici, et je te promets que s'il y a quoi que ce soit où tu dois retourner au camp, je te le dirai. Effectivement, dans une ambiance vraiment idyllique, on peut dire les choses comme elles sont dans cette maternité, venant d'un camp où c'était l'enfer. Alors c'était les promenades, les pêches et les abricots qu'on ramassait comme ça par terre, tricoter pour le bébé, aider un petit peu à faire le ménage, nos chambres, et puis une ambiance avec les femmes enceintes qui était très agréable. C'était vraiment idyllique. Donc j'ai poursuivi ma grossesse. J'ai eu mon bébé le 21 juin 1943. Et un jour, Schwester Elisabeth m'appelle vers fin juillet. Elle m'appelle et puis elle me dit, assieds-toi. Elle dit, voilà, je dois te ramener au camp de Gurs. J'ai reçu l'ordre de vous ramener là-bas. Et comme je te l'ai promis, je vais t'aider à partir. Et puis, je suis partie un matin, ça a été vraiment assez triste parce que tout le monde pleurait, tout le monde m'a accompagnée à la gare. On savait bien que je m'en allais, mais dans quelles conditions? J'avais pas de papier, j'avais rien. La seule chose qui me différenciait de beaucoup, c'est que je parlais bien le français et que j'avais pas l'air d'être une juive. Voilà, c'est tout. Oui, j'avais un bébé dans les bras. C'était un atout aussi. J'avais un bébé d'1 mois dans les bras. Alors voilà comment j'ai finalement réussi mon évasion. Je suis arrivée à Chambéry. Ça, c'est moi, juste avant que je parte d'Elne. Il a 1 mois, Patrick. C'est un bébé d'1 mois. Des cheveux bruns. Oui, mais moi, alors ça, c'était la coupe que Schwester Elisabeth m'avait faite après les poux. Ah. Alors ça, c'est 6 mois à la pouponnière d'Annemasse, tenue aussi par une Suisse. Ah. Elle s'appelait Schwester Lydia. Et Elisabeth la connaissait très bien. Ah oui. Puisqu'elles m'ont écrit, on était à Chambéry et
Et mon mari s'occupait de la résistance. Donc on pouvait faire des faux papiers. Et elle m'a écrit qu'elle avait besoin de papiers pour 2 femmes qui étaient venues avec moi du camp de Gurs, de façon à ce qu'elles puissent venir d'elle à Annemasse. Puis ça a marché, j'ai réussi le cours, on a fait les papiers, je les ai amenés à elle, et ces 2 femmes sont venues à Annemasse. Ah oui. C'est bien terminé, quoi. Oui, ça c'est très bien terminé, heureusement. Heureusement. Mais je risquais gros quand même, hein. Puis je pensais à mon bébé. Non, mais enfin, faut le faire. C'était la guerre. Voilà. Ben voilà, moi j'ai une photo là. Le petit enfant qui est là, le gros bébé, c'est moi. Et à côté, il y a une infirmière qui était jusqu'à aujourd'hui anonyme. Et j'ai découvert avec émotion que cette infirmière, c'était Maria. Voilà, donc je suis particulièrement ému aujourd'hui de savoir que c'était toi. Moi, j'ai toujours su que j'étais né à la maternité d'Elne. Ma mère m'a nourri, bien sûr, du lait de la maternité, mais elle m'a nourri aussi du sentiment que j'étais sorti ici d'une sorte de terre promise, parce que c'était comme ça qu'elle le faisait ressentir au nouveau-né que j'étais, quoi. Et donc, la maternité d'Elne, pour moi, représentait toujours quelque chose de particulier, presque de mythique, quoi. Je dois préciser aussi que comme j'ai toujours vécu ici, à Elne, la maternité a été pour moi aussi un terrain d'aventure. Et très souvent, je suis venu m'amuser autour de ce château, qui était inhabité, qui était un petit peu laissé à l'abandon. Et pour moi, évidemment, ce bâtiment représentait quelque chose que les copains ignoraient complètement, parce que, bien sûr, pour eux, c'était un bâtiment quelconque, pas pour moi. Voilà, c'est donc... la maternité, pour moi, ça a toujours fait partie de mon paysage, quoi. Yo llegué al campo de Argeles-sur-Mer. Allí estuvimos durante varios meses con mi marido. De allí nos pasaron al campo de Saint-Cyprien. Ahí ya quedé en estado de mi hijo. Y al poco tiempo me separaron de mi esposo. Se lo llevaron a un campo de castigo. Entonces a mí me pasaron al campo de mujeres. Y así aguanté 7 meses. Hasta que encontré a la señorita Isabel. Bueno, me encontró ella, mejor dicho. Tuve la suerte de caer aquí, trabajar con todas ellas. Para mí fue una fortuna. Las comadronas, enfermeras, directivos, toda la gente trabajó siempre con mucho amor. Y eso lo tenemos que llevar siempre nosotras en el corazón. Porque suerte a ellas, hoy tenemos a nuestros hijos y estamos aquí juntos. ¿Mm? Sí. Y olvidar los campos de concentración, olvidarlos no, porque eso no es posible, ¿no? Yo ahí tuve de todo lo que se puede tener y de miserias y de todo. Y eso quizás alguna de ustedes lo haya pasado también. Después de todo esto, que me separaron de mi esposo, la señorita Isabel y los directivos me ayudaron a que el papá de mi hijo saliera del campo de castigo y se fuera a América. Y así fue, se marchó un año antes que yo. Al año me reclamó. Yo no quería irme, no quería dejar la maternidad, pero por otro lado me llamaba mi deber de esposa. Pero llego a América con mi hijo y me encuentro con que mi esposo ya estaba con otra señora esperando un bebé. Y me encuentro sola con mi hijo de 2 años y medio
ya no lo quise ver más. Y a luchar yo sola en la vida. Se hace la historia. No sé. Siempre mi madre me contaba sobre, pues, todas las peripecias, como ella dijo, de la salida de España hasta la llegada a México. Entre ellos los buenos momentos, esos maravillosos momentos, se puede decir, de su vida y de mi vida, que estuvo en la maternidad. Fueron 2 años y medio que yo los he vivido, aunque no los recuerde. Los he vivido porque mi madre me lo ha contado muchas veces. Me lo ha contado como un cuento para dormir, como un cuento a la hora de estar sentados platicando. O sea, siempre lo he oído y no me canso de oírlo, ¿no? Y realmente, pues para mí realmente es un orgullo ser hijo de mi madre y ser ahijado o haber tenido tan cerca durante tanto tiempo a la señorita Isabel, a la cual espero mañana con mucha ansia para darle un gran abrazo, muchos besos. Si j'ai été aussi loin dans mes recherches, c'est parce que je n'ai pas accepté que l'on touche à ma mère. Parce que, découvrant ce qu'elle a vécu, découvrant le camp d'Argelès, je ne peux pas supporter qu'on lui ait fait tout ça. Et comme je ne l'ai pas connue, puisqu'elle a été déportée, arrêtée par Paul Touvier en 1944 à Lyon, tout mon vécu est la reconstitution de cette histoire qui dure depuis 61 ans. Donc Vladimir, je suis le fils de Père Lazante et de Vladimir, dont j'ignore le patronyme puisqu'il n'était pas dans le camp. Je suis le petit-fils de Shlomo Zant et Sheba Zant de Varsovie, le neveu de Sarah, qui a été arrêté à Aix-les-Bains, et de Maurice Sand, qui a émigré à New York en 1920. Perla vient en France en passant par la Belgique, est arrêté en Belgique, amené directement à Argelès, où elle est enceinte, et Élisabeth vient la chercher, donc enceinte, dans le camp d'Argelès, au mois de novembre 40. Elle accouche, donc je nais grâce à Edith Wild le 30 décembre 40, ici même. Et nous partons, nous sommes internés en mai 41 dans le camp de Rivesaltes, séparés dans l'îlot K et l'îlot J. Que savoir, c'est que je ne découvre le visage de Perla qu'à l'âge de 30 ans grâce à la Croix-Rouge suisse. Et donc je ne découvre en fait mes origines qu'à l'âge de 30 ans. Donc cette photo où j'ai toute ma famille, Sheba, ma grand-mère, mon oncle qui part en Amérique en 1920, Sarah, ma tante, qui est déportée en 1942, et Perla, donc, qui a 17 ans, là, et maman, voilà, qui est là, qui est très reconnaissable parce qu'elle avait une couleur de cheveux blond-roux, très, très crépue, qui faisait la reconnaître. Et la photographie. Sa maman. Est-ce que tu te rappelles? Yo creo que sí. T'as des cheveux très blonds. Oui.
Elle était à la maternité. Et je tengo une photographie con un groupe de mamans qui ont été dans les jardins. J'ai souvenir que tu parlais qu'il y avait une jeune maman qui avait une chevelure magnifique. Oui, est-ce que ce serait elle? Peut-être, oui. D'ailleurs, le témoin de l'arrestation de Perla me dit « Je me souviens d'elle par la couleur de cette chevelure. » C'est la plus belle. Elle aurait quel âge maintenant? Elle est née en 1913, le 13 mars 1913. Et elle s'est échappée du camp de Rivesaltes en 1942 grâce à Friedel. Elles sont deux à s'être échappées en allant chercher du bois, c'est un prétexte. Elles sont sorties du camp de Rivesaltes et elle s'est dirigée vers Lyon, je ne sais pas comment. Junto a ella estoy yo con el embrazo. Moi aussi, je me suis tirée de cette façon. Et j'ai réussi. Maria se rappelle d'elle. María, oui, se souvient. La recuerdo cuando nació el Vladimir, yo ya como enfermera de la maternidad. Todo me viene a la memoria en este momento. Imagínate a nosotros la experiencia de estar de nuevo aquí. Es por aquí. Aquí nacieron, vos naciste y vosotros dos aquí. C'est là où nous sommes nés tous les deux. C'est là où nous sommes nés tous les deux. Oui, vosotros dos naciste. O sea, este baño no existía. No, no. ¿Y aquí? Se hace la cuna. Donde yo trabajé todos los años, aquí. En este lado tenía yo la mesa y en el centro otra, donde después del baño yo los cambiaba y les ponía la ropa. Y aquí había otro pequeño escritorio. Donde yo, pues si tenía que curar a algún niño o algo, lo hacía. Y una de las mujeres que daban a luz me ayudaba cuando los bañaba, porque yo los tenía que bañar a todos. Entonces me ayudaba una a prepararme la ropa, cambiarme el agua del baño y todo eso. Pero era yo sola para bañarlos. Para los 20. Sí. La cuna de Felipe estaba aquí. Cuando ya tenía unos meses, más grandecito que los otros, te pusieron una cuna. Y tú dormías aquí. Entonces, yo la recuerdo muy bien. Ay, mami. Ahí veo a los niños, uno por uno. ¿Cuánto tiempo se quedaban las mamás aquí con los niños? Dependía de la, ¿cómo se dice? De las personas que estaban esperando. Si había mucha demanda, pues se iban antes. Si se podían quedar más tiempo, aquí se quedaban lo máximo, el más tiempo posible. Sí, porque de aquí iban al campo de concentración, sobre todo a Rivetel.
Sí, sí. Aquí dormía yo. Estaba diferente, más pequeño. Y había 3 camas. 3 camas. Las ventanas son igual. Yo dormía en la primera. La cocinera dormía en la otra. Y la ayudanta de la cocinera en la otra. Éramos 3. Tenías una vista muy bonita. Y aquí me levantaba y lo que yo te explicaba, abría la ventana y lo primero que veía... Se llama el Canigou. El volcán. Era muy hermoso. Y ahí os bajábamos a los bebés en el verano todos los días debajo de los árboles hasta las 6 o así de la tarde. Todavía recuerdo, después de tantos años, todas esas cosas. Estaban bien atendidos, limpios, buena alimentación. Entonces, porque si a las mamás había alguna que no tenía suficiente leche, se le completaba con leche artificial. Sí, pero todo venía de Suiza. Y eso lo distribuían ellos, porque no se fiaban de los franceses, por la experiencia de los campos de concentración, que todo lo que llegaba se lo llevaban. A los refugiados no nos llegaba nada. Entonces ya con esa experiencia, pues los suizos dijeron, le pedían en los campos que ellos distribuían eso y se ocupaban de eso y dijeron no. Me comentaste, mamá, en la lista que tú tienes, que muchos niños con nombre español en realidad eran judíos, que les cambiaban el nombre para que no se dieran cuenta. Puede ser que sí, porque aquí no, todos los que estábamos éramos internacionales, o sea que para nosotros no había ni judíos, ni alemanes, ni polacos, ni españoles, eran todos iguales. Esa era el sistema de trabajo aquí. Sabes, María, que tengo desde 3 días un hermano después de París. Tu hijo, Felipe, más tengo una segunda mamá. ¿Tú? Claro que sí. ¿Sabes? Sabes que sí. Y así te queremos desde hoy. Desde hace unos días que te conocimos. Sí. Y así va a ser siempre. Y ahí tu hermano. Claro que sí. Ya sabes que puedes contar con nosotros. Je m'appelle Anito Tropper. Anito, consonance espagnole, Tropper, consonance d'Europe centrale. Je suis né donc en 1943 à la maternité d'Elne et on m'a déclaré réfugié espagnol de parents nés à Lodge, Espagne. Donc pendant 15 ans, j'ai été considéré comme réfugié espagnol. Et lorsque j'ai demandé une carte d'identité, on s'est aperçu que j'étais pas du tout réfugié espagnol, mais que j'étais polonais. Donc je me suis retrouvé à 15 ans avec une carte d'identité dépliante de polonais et une carte de travail. Donc on peut dire que c'est là où j'ai fait une réflexion en me disant mais quelle était ma partie espagnole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très ému d'être avec tous les Espagnols,
Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas que les Juifs qui ont souffert, quoi. Les Espagnols ont été aussi déportés. Il y en a beaucoup qui sont morts dans les camps. Et ma mère, en pensant que je pourrais me cacher sous une identité espagnole, me sauverait la vie, je m'aperçois aujourd'hui que, en écoutant les histoires de chacun ici, que la souffrance, elle était aussi bien pour les gitans, pour les réfugiés qui quittaient l'Espagne pendant le franquisme, et les Juifs. Alors je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Donc, après avoir quitté la maternité d'Elne, j'ai été placé dans des maisons de déportés, d'orphelins. Donc mon père a été mort, a été déporté et gazé à Majdanek. Ma mère n'a pas supporté cette épreuve. Elle s'est cachée dans la campagne. Elle a plus ou moins abandonné ses enfants. On était donc 2 frères et 2 sœurs. Et donc la période des années difficiles a commencé pour nous parce qu'on était dans des maisons où il n'y avait pas à manger. Il y avait des directeurs qui étaient plus ou moins malhonnêtes, qui détournaient l'argent, qui envoyaient le Jones américain ou les familles riches pour aider ces orphelins. Donc on était plus ou moins maltraités, on souffrait beaucoup, on était frappés. Il ne faut pas oublier qu'on avait 2 ans, 3 ans, c'était pas facile. Donc on s'est plus ou moins révoltés, on était considérés comme des enfants caractériels. On essayait de nous placer dans les maisons plus ou moins d'attardés mentaux. Enfin, les années ont passé et on a réussi à trouver 2 sœurs par-ci, un frère par-là, et à essayer de nous rassembler. Et lorsque ces maisons se sont un petit peu organisées, on a eu des éducateurs qui avaient une formation qui était un petit peu meilleure, avec des gens honnêtes quand même qui ont pris en main l'éducation des enfants. Et lorsque j'ai eu 15 ans, on m'a mis dans une école de mécanique. Dans une école de mécanique près de ma mère qui avait sa propre vie. Elle s'était remariée, elle avait un enfant. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour déjà s'occuper de la seconde famille. La première, elle l'aimait bien, mais on était un peu étrangers, ensemble. Enfin, je me suis échappé de cette maison. J'ai quitté cette maison et je suis parti avec des gens du voyage. Je suis reparti avec des Espagnols dans des roulottes. Et je suis arrivé à Paris. On a pu se retrouver avec mes sœurs. On a loué un appartement. Donc ça a été la partie des bonnes années, où il fallait faire des petits coups pour arriver à subvivre. On organisait des parties de cartes où on essayait de gagner un peu sa vie. Et là, donc, la chance a souri. Le jeu, tout marchait bien. On peut dire que je suis rentré dans des bonnes années, Et là, j'ai rencontré ma future femme, qui était une femme charmante, qui m'a dit maintenant, il faut arrêter le jeu, il faut arrêter les casinos, il faut te faire interdire, il faut penser à faire ta famille. Donc on a eu le premier enfant, plus le deuxième. Et comme je ne pouvais plus jouer dans les casinos, je me suis mis donc à jouer dans mes affaires. Et une boutique, et 2 boutiques. Et on a monté une chaîne de salons de coiffure à l'échelon français, plus en Belgique, plus un peu en Écosse. Aujourd'hui, on peut dire que pour moi, l'intégration s'est bien faite. J'ai 4 enfants. J'ai 2 enfants qui sont mariés. J'ai 2 petits-enfants. Quand on se réunit autour de la table pour Shabbat à la maison, c'est une joie. Et on se retrouve maintenant à 15, 16, en partant de rien.
Je voulais donc tous vous dire, frères espagnols et sœurs espagnoles, que notre parcours est un peu le même et quelque part, il faut occulter cette partie-là et il faut penser à l'avenir et essayer de donner toute la puissance à nos enfants parce que cette souffrance qu'on a pu avoir, pour moi, m'a beaucoup servi, m'a aidé à réussir mon intégration dans la vie sociale. Voilà, je pense que maintenant, tout roule bien pour moi et j'espère que c'est la même chose pour vous. La phrase du Talmud qui est sous l'égide de cette maison, c'est ce qui sauve un homme, sauve l'humanité. Et il ne faudrait pas oublier la suite, qui tue un homme, tue l'humanité. Et c'est ça c'est ce qu'on oublie le plus. Et quand on réfléchit après à tous ces camps qu'il y a dans le monde entier, on pourrait interroger des millions de gens qui ont vécu des choses pires que mes parents même. Et le résultat, c'est que ça se perpétue toujours. Je ne sais pas s'il faut être pessimiste, mais enfin, de ces leçons d'humanité qu'on devrait tirer, il n'en sort absolument rien. C'est-à-dire que les choses se perpétuent. De temps en temps, il y a des courants comme ça de pensée. Je ne sais pas pour se donner une bonne conscience, c'est une nécessité aussi, qui fait qu'on fait parler des gens de leur pauvre histoire, qui sont à pleurer, mais il ne se passe rien après, et tout est à recommencer. Moi, c'est ce que je trouve vraiment le plus difficile dans tout ça. Si nous sommes, nous tous réunis ici, ce n'est pas grâce au gouvernement, ce n'est pas grâce à des institutions gouvernementales, mais c'est grâce à des individus. Et à des individus comme Elisabeth Hayden-Benz, qui, avant de recevoir une mère ou un enfant, ne demandait pas si c'était un républicain espagnol, si c'était un juif, si c'était un tzigane. Et ça, malheureusement, il faut le reconnaître que c'est dû à des individus et pas à des gouvernements. Et ce qui m'a toujours frappé lorsque j'ai retrouvé Elisabeth Hayden-Benz, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez une certaine fierté? C'est grâce à vous que je suis en vie, je vous dois tout. Et elle m'a toujours donné la même réponse, absolument pas. J'ai fait ce que je devais, j'ai fait ce que ma conscience me dictait de faire, et puis c'est tout. Et elle ne comprenait pas pourquoi j'avais une telle estime et pourquoi je venais la voir régulièrement. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours la même expression, ce que j'ai fait c'était nécessaire, ma conscience me dictait de le faire, point, punto. Estoy muy contenta de ver tantos y tantas madres aún que viven. On est venu il faut aller chez elle. On est venu de toute la France. On est venu de toute la France, de Mexico, on est venu de tout le monde entier. Ils sont de Mexico. Oui. Pour vous remercier, pour vous dire merci des risques que vous avez pris pour sauver les enfants. Moi, je n'ai pas eu des risques. Si, écoutez, moi, j'ai la preuve que vous m'avez fait des faux papiers et que madame aussi avait des faux papiers. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux venir vous remercier, vous honorer et vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous. Voilà. Merci. Je m'appelle Anito Troper, ma mère Laia Ocon, que vous avez aussi aidé à se sauver Où est-ce qu'elle est allée? Au camp, à Rivesaltes? Elle était à Rivesaltes. Oui. Vous l'avez fait sortir du camp pour accoucher. Oui. Et ensuite, vous lui avez dit, il ne faut pas rester là, il faut partir vous cacher. Et elle m'a raconté ça, et vraiment, je vous remercie. Ce sont des choses que je ne me rappelle plus. Je vous le rappelle, moi. Oui. C'est très important. Non, je vais faire Il y a une petite histoire, un jour à une espagnole, on lui dit « Comment te llamas ?» La niña dice « Yo me llamo como mi país, Esperanza ». Pour moi, vous êtes l'espérance de l'humanité.